Voilà, donc Jacques, on va commencer à se retrouver dans le noir. Donc tout d'abord, je voulais dire que j'étais absolument ravie et honorée et touchée que tu aies accepté de venir faire cette conférence à l'école Confluence. Tout d'abord parce que, comme je te l'ai dit au début, avant le semestre, que notre thème du semestre était la mer et que pour moi, ça ne pouvait pas se faire sans toi. On ne pouvait pas ne pas t'entendre pendant ce semestre. Et de plus, tu nous as en plus donné un contact incroyable avec Christian Buchet. Donc ça a été aussi exceptionnel. Donc on est ravis que tu aies pu être disponible pour le faire aujourd'hui. Et je vais juste laisser Naoras, une de nos étudiantes, pour faire ton introduction avant de commencer la conférence. Et ensuite, on va te laisser parler le temps que tu veux. Et puis, on va ouvrir le micro ou la boîte de discussion à tous les étudiants et toutes les personnes connectées qui sont bien au-delà de l'école. Merci beaucoup, Jacques, encore. Naoras, c'est à toi. Jacques Rouget est un architecte visionnaire de renommée internationale, passionné d'océanographie, que l'on appelle également le capitaine Nemo du 21e siècle. Il est à l'origine de projets pour l'exploration et la colonisation des océans et élabore ses premiers concepts d'habitat sous-marin dès le début des années 1970. Jacques Rouget est élu en 2008 à l'Institut de France ainsi qu'à l'Académie des Beaux-Arts en 2009. Cette même année, au cours de laquelle il crée la Fondation Jacques Rougerie, cette fondation française visant à encourager l'innovation architecturale liée au monde littoral de la mer et de l'espace. Je laisse à présent la parole au grand et célèbre capitaine architecte et vous remercie de votre présence d'avance. Merci. Bon, bonjour à tous, Naoras, tu coupes ton micro, particulièrement à Odile, que j'apprécie. Vraiment, merci Odile de me laisser la parole. J'aime beaucoup ce que vous faites, votre engagement depuis toujours pour l'architecture, pour ces jeunes, pour cette transmission que vous voulez leur donner et cette passion qui vous anime. Donc, pour moi, c'est vraiment, je suis extrêmement heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je vais vous parler des rêves, des rêves. Il est important que vous gardiez vos rêves d'enfant. Il est important que vous les construisiez. Il n'y a pas de petits ou de grands rêves. Il y a un rêve qu'on doit construire, le rêve qu'on ressent au plus profond de soi-même. Alors moi, j'ai eu cette chance tout le long de ma vie, de mon parcours professionnel, de bâtir mes rêves. Je suis, comme j'aime le dire, un rêveur pragmatique, c'est-à-dire si je ne réalise pas mes rêves, eh ben, je me rends triste et pour moi, c'est inconcevable. Alors, ces rêves sont basés évidemment sur l'océan, sur l'espace, sur une architecture prospective bionique, biomimétique, biomorphique, que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, cette passion donc, qui m'anime et que j'aimerais que vous preniez conscience de ce que ça représente pour un avenir relativement proche, c'est-à-dire comprendre l'océan et ce que l'océan peut apporter indirectement, comme vous allez le voir, à l'architecture, à une autre vision d'approche de l'architecture et de nouveaux cadres de vie. Alors, c'est vrai que dès mon plus jeune âge, j'ai eu beaucoup de chance. De toute façon, j'ai de la chance jusqu'à aujourd'hui, puisque je poursuis mes passions. Et ça, c'est un luxe extraordinaire de pouvoir poursuivre ses passions tout au long de sa vie. Mais dès mon plus jeune âge, j'ai eu la chance de vivre dans un lieu magique, un lieu qui était l'Afrique, où j'ai pris conscience tout de suite de ce que représentait l'environnement, l'écologie, la force des forêts africaines, la force des lagunes, la force de cette faune exceptionnelle, de cette biodiversité. Donc l'ancrage était déjà là. Mais la fascination était aussi pour la mer et bien sûr l'espace. Quand j'entendais le bip bip du Spoutnik, c'est clair, ça vous dit peut-être rien, ce n'est pas votre génération, mais ça a déclenché beaucoup de choses dans mon imaginaire. Mais c'est l'océan qui m'a empreint de son chant des vagues, puisque je vivais au bord de la mer à Abidjan, pour mieux donner corps justement aux rêves que nous allons voir et à ses passions. Alors, depuis progressivement, donc j'ai été captivé par, comme on voit en bas sur les photos, évidemment vous voyez Nemo, mais vous voyez aussi le capitaine Cousteau, qui a été le premier homme à bâtir ces maisons sous la mer, cette maison qui s'appelait Diogène. Donc, je voulais devenir
explorateur et relever les défis humains sous la mer, tout de suite. C'est ainsi que je suis devenu, avec passion et détermination, un mérien. Un mérien, c'est un animal, c'est un mammifère, c'est une philosophie, c'est un comportement qu'on a par rapport à ce monde nouveau, qui est le monde sous-marin. Et puis, l'exploit de Gagarine, comme vous voyez, dans l'espace. Ces deux aventures, océaniques et spatiales, m'ouvrent non seulement à moi, mais ainsi qu'au monde entier, les portes d'un futur que Jules Verne avait esquissé à travers ses romans. Mais savez-vous qu'il prédisait, tenez-vous bien, il prédisait qu'il faudrait 1000 ans pour réaliser ce que vous voyez devant vous. 1000 ans pour réaliser ses exploits. En réalité, il a fallu un peu plus d'un demi-siècle. Alors, depuis Cousteau et Gagarine, nous assistons, donc si on voit la photo suivante, voilà, merci, nous assistons à deux grandes familles d'explorateurs. Et vous allez voir, il y a énormément de liens entre ces deux familles, donc, qui façonnent le devenir de l'humanité. Et on le sait à travers Thomas Pesquet, entre autres, que vous allez voir, j'espère, le 22, je vous engage le 22 à regarder son départ. Donc, les femmes et les hommes de ce monde sous-marin et ceux de l'espace, lorsqu'ils évoluent, comme on voit ici, dans leur milieu extrême, eh bien, ils retrouvent à peu près les mêmes similitudes, les mêmes comportements de ces milieux extrêmes. Mais les hommes sous-marins, on va surtout parler de ces hommes sous-marins que j'affectionne particulièrement, puisque je vous ai dit, c'est une mentalité particulière, ce sont des mériens. Mais ils ont les mêmes sens, les mêmes sensations quand ils évoluent dans ces milieux extrêmes. Mais avant de vous parler de ces mondes et de leurs similitudes, il est important pour moi que nous fassions une brève incursion dans une vision du rôle de l'eau et des rivages marins à travers les millénaires dans les modes de vie ancestrales et jusqu'à nos jours. Car l'humanité est liée à l'eau et à ces rivages marins. À travers les siècles, les marins ont parcouru les mers du monde, ils ont participé à l'exploration et à la découverte des civilisations de notre planète, mais pas du monde sous-marin. Nous savons ainsi qu'à travers l'histoire, quasiment toutes les civilisations ont construit leur capitale et leur cité au bord de l'eau. La preuve, Paris où je suis, des fleuves, justement, sur le fleuve, ce magnifique fleuve qui est l'axe principal de toute l'histoire de Paris, la Seine, des lacs, des littoraux, et même en mer pour des raisons commerciales, souvent guerrières, et depuis peu à des fins touristiques et sportives. Alors, toutes ces cités se distinguent par une identité culturelle et artistique empreinte de leur proximité avec le milieu aquatique. Comme par exemple, la cité que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années, la cité lacustre de Gambier au Bénin, en Afrique, que nous voyons sur la photo en haut à gauche. Et cette cité, il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, il y avait déjà plus de 100 000 personnes sur cette cité lacustre de Gambier. Et pour la petite histoire, je me rappellerai toujours un matin, me levant dans une case, on appelle en Afrique une case, une maison, je voyais passer devant la case, donc sur l'eau, des enfants qui allaient à l'école avec leur cartable en nageant, tenez-vous bien, pas en pirogue, en nageant avec leur cartable sur la tête. Alors, vous avez aussi un autre endroit que j'ai visité, le lac Titicaca au Pérou, ces habitats flottants des Uros, vous voyez sur la photo au milieu en haut, et ces villages, il y a plusieurs îlots comme ça qui flottent. Donc, et ils vivent, bon alors maintenant c'est beaucoup plus touristique, il faut reconnaître, mais à l'époque, ils vivaient complètement en autarcie par rapport à ce milieu. Et puis, vous avez évidemment les maisons sur pilotis en pleine mer. Dans les Philippines, on appelle les peuples des Bajau, et les peuples des Bajau qui vivent mais en pleine mer sur ces maisons, donc sur pilotis, vivent complètement là aussi en autarcie. Et pour vous donner un chiffre, il y a plus de 10 millions de personnes, de familles qui vivent comme ça, complètement là aussi en osmose avec le monde marin. Mais
Revenons en Europe. En Europe, vous avez aussi Amsterdam. Vous connaissez sûrement, je présume, Amsterdam. Vous avez un nouveau quartier, d'ailleurs, à Amsterdam, qu'on voit en bas à droite, un nouveau quartier de vie sur l'eau, donc vous voyez ces maisons. Et vous voyez ce qui est extraordinaire, c'est que les jardins sont évidemment des jardins aquatiques et vous voyez des enfants jouer dans ces jardins aquatiques directement en contact avec l'eau. Et puis, bien sûr, pour moi, la plus belle de ces cités, celle qui me fait rêver, qui me fascine, Venise. Alors, aujourd'hui, notre civilisation, si on fait la photo d'après, aujourd'hui, donc, notre civilisation est de plus en plus par la mer et son littoral. Mais vous le savez comme moi, c'est la frange maritime, ou en tout cas, si vous ne le savez pas, il faut en prendre conscience, c'est la frange maritime des écosystèmes les plus fragiles au monde. Alors, si on observe, comme sur cette photo de nuit, la densité depuis l'espace, la densité de l'aménagement du littoral, vous voyez la pression démographique qu'il subit. Pour vous donner un chiffre, dans l'évolution de cet aménagement littoral à travers le dernier siècle, au début du 21e siècle, nous étions à peine 2 milliards d'êtres humains, dont 20% habitaient près des côtes. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. 7 milliards et peut-être un peu plus. 50% des habitations se trouvent près du littoral. En 2050, de vous à moi, surtout vous qui êtes jeunes, c'est vraiment demain. Nous serons près de 10 milliards, dont 75%, vous m'entendez bien, 75% vivront près du littoral et des mers. Donc, c'est-à-dire 7 milliards, le chiffre actuel d'aujourd'hui. Qui plus est, nous devons prendre en compte la problématique de la montée du niveau des océans, les problèmes climatiques. Pour autant, pour moi, je ne veux absolument pas qu'on tombe dans un système catastrophique. Nous avons le temps avec lucidité, mais il est urgent, bien sûr, et il est primordial de modifier nos comportements en inventant de nouveaux paradigmes pour l'aménagement du littoral et la gestion planétaire de l'eau et des océans. Notre planète bleue est un véritable vaisseau spatial. Tous les astronautes, tous les cosmonautes que j'ai eu la chance de rencontrer me l'ont dit et ils vous le diront. L'océan en est le cœur. Il lui fournit les 2/3 de son énergie et de son oxygène. Comme vous le savez aussi, il recouvre 71% de la surface du globe et pourtant, l'océan demeure encore largement méconnu et fragile. Les explorateurs, à travers les siècles, ont ouvert les portes d'un nouveau monde, mais c'est depuis peu, d'un seul siècle seulement, que les explorateurs ont découvert le monde sous-marin, le monde des mériens. Ce nouveau monde doit appartenir au bien commun de l'humanité. Je suis persuadé que si nous le protégeons et le gérons avec bienveillance, alors l'océan sera un gigantesque réservoir précieux, d'où jailliront des énergies naturelles, la nourriture, la pharmacologie du futur et les biotechnologies nécessaires au développement de la Blue Economy et de la Blue Society. Mais pour bâtir ce futur, nous devons impérativement avoir confiance et croire au génie humain, à son extraordinaire pouvoir de création et d'adaptation. Car je suis vraiment, mais alors vraiment convaincu que c'est de l'océan et de l'espace que naîtra le destin des civilisations à venir. Alors pour imaginer cet avenir littoral ou sur et sous la mer ou dans l'espace, et en tant qu'architecte, eh bien, il est évident qu'on ne peut pas se baser sur les mêmes problématiques que l'architecture terrestre. Ce n'est pas les mêmes lois qui sont régies par ces milieux. Par exemple, pour vous donner juste un exemple rapide,
si vous construisez une maison sous la mer, c'est la poussée d'Archimède. La poussée, c'est les pressions. Les pressions n'existent pas vraiment sur la Terre. Donc, les contraintes sont complètement différentes. Alors, d'où faut-il partir? Eh bien, comme je n'avais pas trop de références, les premières maisons sous-marines, c'était des cylindres, des cylindres, des cylindres. Eh bien, tout simplement, je me suis basé sur le biomimétisme, la bioinspiration, le biomorphisme. Alors, ce biomimétisme, eh bien, il y a un homme extraordinaire qui m'a entraîné dans toute son œuvre, c'est Léonard de Vinci, bien sûr. Il prenait à ses étudiants, et j'ai pris les leçons, allez prendre vos leçons dans la nature. C'est là qu'est notre futur. Depuis l'origine du monde, la nature dessine les plus belles formes, les courbes les plus élégantes et fabrique les meilleurs matériaux. Alors, je n'ai eu qu'à m'inspirer du génie de Léonard de Vinci et de la nature pour créer mes premiers projets, comme vous pouvez le voir, cet engin bio-inspiré par le crabe araignée. Pour mieux développer donc ces concepts bio-inspirés et mettre en évidence les similitudes de vie en milieu extrême, dans l'espace et sous la mer, aïe, aïe, aïe. Alors là, j'ai du mal à vous le dire parce que vous allez dire que je suis vraiment d'un autre âge, mais déjà, et Odile le sait, dans les années 70, déjà dans les années 70, eh ben, j'avais créé une équipe pluridisciplinaire, le Centre d'architecture donc de la mer et de l'espace. Et voilà, vous voyez mes premiers dessins, puisqu'à l'époque, évidemment, l'informatique n'existait pas. Donc, ces premiers dessins que j'ai faits sur ces créations d'architecture bien inspirées, donc comme ces cités flottantes, ces fermes sous-marines, ces musées ou hôtels sous la mer, maisons sous-marines, ainsi que des bases lunaires. Mais alors, c'est cet espoir de bâtir, si on a la photo suivante, ce futur m'a amené à me mettre dans un lieu un peu particulier. Ce lieu, eh ben, c'est l'endroit où je suis depuis l'origine. Alors, la photo, voilà. Ben, vous voyez où je suis. Voilà, je suis là au pont de la Concorde et c'est là que j'ai donc créé tous les projets que nous allons voir maintenant et toutes ces réalisations. Donc, je vis au cœur de la Seine. Mais ma passion m'a amené à avoir un bassin, comme vous voyez à droite, cette bulle, donc un bassin où j'écoute de la musique sous l'eau, où on peut plonger, où on peut tester justement des maquettes de maisons sous-marines. Alors, je vais encore plus loin dans mes rêves et dans ma passion de l'eau. Ma voiture est amphibie, comme vous pouvez voir. Donc, de temps en temps, mais plus beaucoup maintenant, je me déplace sur la Seine. Ce qui est bien agréable, ça évite les encombrements, surtout quand il y a des manifs. Voilà, donc, alors maintenant, venons au projet un peu plus concret. Donc, voilà un de mes premiers projets, le plus abouti à l'époque, un village sous la mer, bien inspiré par l'araignée l'argironnette, qui se situait au large. C'est un projet que j'ai étudié pour la NASA. J'ai eu la chance de le faire à l'époque pour la NASA, donc aux îles Vierges, pour l'entraînement des astronautes et des aquanautes. Ce village se situait, vous voyez, c'est comme des bulles suspendues à moins 35 mètres de profondeur. Donc, il était destiné à une communauté de 250 personnes, scientifiques, océanographes, bien sûr, et comme je viens de vous le dire, à l'entraînement des similitudes entre les hommes de l'espace et les hommes sous-marins. Alors après, on a essayé avec Jacques Piccard. J'ai eu la chance de rencontrer Jacques Piccard, qui est l'homme qui a été au plus profond des océans et qui m'a accompagné, à qui je dois beaucoup, malheureusement, qui est décédé, qui est le fils de Bertrand, qui est le père, pardon, de Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, rappelez-vous, celui qui a fait le tour du monde en avion solaire. Et là, on a imaginé, là toujours avec cette bio-inspiration, un laboratoire qui s'appelle Poulmo pour aller visiter, étudier les dorsales atlantiques, les arts. Eh bien, il était temps de réaliser les rêves, donc de passer au concret. Donc, photo suivante. Voilà, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un rêveur, un immense rêveur, mais je suis un rêveur
pragmatique, qui va au bout de ses rêves. Et donc, j'ai imaginé ma première maison sous-marine, Galatée, une maison pour les Mériens, pour cette philosophie empreinte de ce monde sous-marin. Non seulement, je l'ai imaginé, bien sûr, je l'ai dessiné, je l'ai construite, mais aussi, pour moi, c'est capital, l'expérimenter. Alors, Galatée, à l'époque, parce qu'il existait déjà des habitats sous-marins à travers le monde, et surtout en Russie, aux États-Unis, en Australie, et donc, Galatée, en toute humilité, a révolutionné les habitats sous-marins puisqu'elle avait vraiment été conçue avec une autre approche qui était vraiment empreinte du milieu sous-marin. Elle était en suspension entre deux eaux. Donc, je jouais dans la troisième dimension que représente ce monde sous-marin. Voilà, donc Galatée. Alors après Galatée, nous avons réalisé plusieurs habitats sous-marins avec le même principe de jouer sur la troisième dimension, de jouer sur la poussée d'Archimède, comme je vous disais tout à l'heure, de jouer aussi sur la pression, sur les problèmes de pression, ainsi de suite, mais surtout de donner des grands hublots, des grandes baies vitrées pour vivre complètement en harmonie avec ce monde prolixe, ce monde merveilleux, animalier. Voilà, donc c'est Hippocampe, Hippocampe 1, Hippocampe 2. Alors, Hippocampe 1, on l'a immergé au large de Marseille, au Frioul, exactement, par moins de 12 mètres de profondeur. Et j'ai voulu, pour la symbolique, les mettre exactement au même endroit que Cousteau, où Cousteau avait immergé 20 ans plus tôt sa première maison sous-marine, précontinent 1. Alors après Hippocampe 1 et 2, donc d'abord il faut savoir que rapidement, puisque vous êtes architecte, je pense que ça doit vous intéresser de savoir dans quels matériaux on les construit. Il y a différents matériaux bien sûr qui s'adaptent, qui sont adaptés à ces mondes, mais on retrouve Galatée que vous avez vu juste avant est en acier, les dômes sont en polycarbonate, les dômes de Galatée faisaient 2,20 m de diamètre, là Hippocampe 1 et 2 est en aluminium, un aluminium recyclable bien sûr, et les dômes font 3,60 m puisque c'est une ellipse sur, si j'ai bonne mémoire, 1,90 m. Voilà, mais donc comme Galatée, le même positionnement, comme je vous disais, entre deux eaux, tel un ludion. On retrouve toujours cette volonté de s'apparenter au biomimétisme. Alors, j'ai eu cette chance fantastique donc de vivre, comme je vous disais, non seulement de l'imaginer, de le construire, mais de vivre dans Hippocampe 1, notamment lors d'une expérience en décembre, donc une expérience de survie avec Bernard Gardet. Et cette expérience s'est terminée par un moment absolument magique qu'on voit en bas à droite, c'est-à-dire qu'on a voulu offrir, on a remonté la maison un peu à 6 mètres de profondeur pour offrir le jour de Noël à 3 enfants évidemment plongeurs, à 3 enfants de 10 à 12 ans, cette joie fantastique de venir passer leur Noël au cœur du Grand Bleu et venir chercher leurs cadeaux dans leurs palmes qui les attendaient, évidemment. Donc, ça a été une première mondiale, bien sûr, retransmise dans le monde entier, mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est que ces enfants, encore aujourd'hui, et même pour moi, ça a été le plus beau Noël de notre vie. Alors, après avoir participé à plusieurs expériences d'habitat, voilà encore un autre habitat que j'ai dessiné et construit, bien sûr, et expérimenté. C'est un habitat qui avait cette particularité de dériver, toujours en aluminium, de dériver dans l'océan. Et l'océan, c'était l'océan Indien. On est parti de Sumatra pour faire 2 types d'études. Donc, c'était l'étude de la biodiversité dans les grands courants océaniques et l'étude du comportement humain en milieu extrême, sous la mer, sur de longues durées. Alors, malheureusement, aïe, 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 elle a été de très courte durée. Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas dû arriver, mais vous voyez, changement climatique. Nous avons subi, alors qu'on était dans une bonne période, vous pensez bien qu'on n'est pas kamikaze,
Et donc, on avait choisi la période la plus favorable. Et malgré ce choix, il y a eu des tempêtes successives, violentes, qui ont expédié Océan Observer dans cette maison sous-marine par moins 4000 mètres de profondeur. Elle est toujours à 4000 mètres de profondeur. Je peux vous dire, de vous dire en toute modestie, que ça a été des moments extrêmement difficiles, très chauds, très, très chauds. Mais un marin vous dira toujours, et dira toujours à un mérien que je suis, un marin vous dira, n'oubliez jamais que c'est la mer qui décide de nos aventures. Alors en revanche, c'est vrai que la mer souvent a été clémente. Il ne faut pas que je sois injuste. La mer a été très, très clémente dans plusieurs de nos expériences et notamment avec ces laboratoires. Moi, je voulais me faire des cabanes. Vous savez, les enfants rêvent de cabanes dans les arbres. Moi, je rêvais de cabanes sous la mer. Voilà, donc je me suis fait ma petite cabane sous la mer que vous voyez ici. J'en ai fait plusieurs qui s'appellent Aquabulle, donc qui permet, toujours en suspension, vous voyez la photo en haut à gauche, toujours suspension entre deux eaux, retenue évidemment par une encre, pas une encre, pardon, on fige un câble évidemment sur le sol pour pouvoir retenir la poussée d'Archimède, donc être comme un ballon, un enfant qui retient un ballon dans l'air. Alors normalement, on aurait dû refaire une expérience cet été, donc au mois de juin-juillet, au large, devant Monaco, devant le musée océanographique, mais je pense que ça ne va pas être possible à cause de la situation que vous connaissez. Alors, on a étudié aussi d'autres petits habitats pour, par exemple, vous allez voir, voilà, comme ici, dans l'atoll de Tetiaora, où nous avons un projet pour une série d'habitats toujours bien inspirés par, on peut dire la crevette, mais ce n'est pas vraiment une forme de crevette, mais c'est intéressant, ça vous donne, vous racontez une histoire, ça vous donne une poésie, ça vous donne une direction architecturale. Voilà, enfin, je ne vous dis pas qu'il faut faire absolument ça, mais moi, c'est ma façon d'exprimer une certaine architecture liée à un milieu spécifique qui ne ressemble pas évidemment, comme je vous le disais, au milieu terrestre. Voilà, donc ce sont des petits laboratoires, enfin plus exactement des petits habitats pour des chercheurs ou des gens qui pourraient vivre 24 heures, 48 heures, un week-end sous la mer, par moins 6 mètres de profondeur, en osmose avec ce monde sous-marin. Alors, je tiens à vous dire que de ces journées, cette chance que j'ai eue de ces journées 24 heures sur 24, durant plusieurs jours, vous finissez vraiment par vivre avec ce milieu, avec ces animaux. Le comportement des animaux change complètement. J'ai eu la chance, le bonheur de faire plus de 12 expériences de séjour dans des habitats sous la mer. Et donc, quand vous sortez de cette maison sous-marine, vous êtes tout de suite dans la 3e dimension. Vous volez comme un oiseau autour de votre maison. C'est complètement magique. Donc, vous volez dans la 3e dimension de cet élément, de cet univers subaquatique. Cette sensation est vraiment unique parce que vous pouvez travailler, se restaurer et développer des créations artistiques spécifiques à ces cadres de vie. Donc, vous ne dormez pas de la même façon sous l'eau que sur Terre, évidemment, et je peux vous dire que la faune et la flore, enfin la faune, quand vous vous réveillez le matin à travers les hublots, ils sont étonnés, ils s'adaptent très vite à votre présence, ils voient que vous n'êtes pas agressif, donc les animaux en général sont curieux et très vite ils essayent de trouver un contact et donc de voir dans un bocal, dans un aquarium rempli d'air, des êtres humains, pour eux ça doit être assez drôle. Alors aujourd'hui, je poursuis ces expériences de vie dans des habitats subaquatiques grâce à Bill Todd. Alors ça, c'est un habitat subaquatique pour l'entraînement des astronautes, dont d'ailleurs Thomas Pesquet a fait avec Bill Todd, donc, qui est directeur des programmes Space Analog Nemo à la NASA. Donc ces programmes sont basés, comme je vous l'ai dit tout à fait au début, sur les similitudes de vie en milieu extrême entre astronautes et cosmonautes. Voilà, donc à partir de ces expériences auxquelles j'ai la chance de participer, nous sommes en train d'étudier en ce moment
une nouvelle génération d'habitats sous la mer qui s'appelle Seaspace, construit pour 12 plongeurs que vous voyez en bas à droite. Alors, en bas à gauche, on voit d'ailleurs Bill Todd qui est à l'entraînement, comme si on le déposait sur la Lune, puisque donc l'art de la gastronomie dans ces cadres de vie est vraiment important. Alors, transposer cet art de la gastronomie, c'est un vaste sujet. Transposer l'art tout court dans ces mondes nouveaux, c'est un vaste sujet. Tout au long de l'évolution des civilisations, l'art et la culture ont accompagné ces grandes aventures humaines, toujours dans toutes les civilisations. Eh bien, il en sera de même pour l'aventure sous-marine et spatiale. Alors, pour vivre justement en harmonie avec ces mondes, nous devons créer justement des œuvres emblématiques et symboliques. L'océan et l'espace sont des univers de création culturelle et artistique, comme vous allez le voir, uniques et infinis, absolument infinis. Sous la mer, quelques créativités, bon, on en est au balbutiement, hein. Il n'y a pas très longtemps qu'on va sous la mer, donc il n'y a pas très longtemps que des artistes commencent à travers des chorégraphies, à travers des sculptures, à travers la musique sous l'eau. Comme on voit à gauche, mon ami Michel Rodolphi, qui crée des compositions musicales spécifiques à ce monde, et c'est sur une sorte de balafon, vous voyez, ces lames métalliques, et on ressent cette musique à travers le corps. C'est vraiment impressionnant. Mais comme sous la mer, l'espace est aussi d'immenses sources d'inspiration, comme ici. Alors, dans l'espace, si on voit, si on passe la photo suivante, voilà. Donc, dans l'espace, là aussi, il y a énormément de sculpteurs. Il y a des sculpteurs, il y a des chorégraphes. On retrouve les chorégraphes, des musiciens qui créent donc des univers tout particuliers. Voilà. Mais les astronautes, justement, eh ben, sont sélectionnés, surtout chez les Russes, plus que chez les Américains, pas uniquement, bien sûr, mais s'ils ont ce petit côté artistique en plus de leur capacité à être astronaute, à aller dans l'espace, comme ici à gauche, en haut, Alexis Leonov, qui est un homme extraordinaire qui malheureusement est décédé en janvier, qui est le premier astronaute à être sorti dans l'espace d'une façon extravéhiculaire, cosmonaute, pardon, c'est un Russe. Eh bien, il adorait peindre dans l'espace et il peignait des couleurs incroyables qu'il n'était pas capable de restituer sur Terre quand il peignait sur Terre. Mais on voit aussi en haut Jean-Loup Chrétien en train de jouer de l'orgue. On voit Thomas Pesquet qui lui aussi, donc dans la station ISS, eh ben, jouer avec son saxo. Et d'ailleurs, il repart dans l'espace et il va jouer à nouveau dans du saxo. Alors, Jean-Loup Chrétien, eh ben, j'ai eu cette chance incroyable, ce privilège incroyable, c'est que quand il jouait là sur cette photo de l'orgue dans l'espace, eh ben, on avait décidé tous les deux de se faire un petit plaisir comme un môme, un rêve d'enfant, c'est-à-dire moi je serais sous la mer, lui il serait dans l'espace et on ferait la première liaison entre un homme de l'espace et un homme sous la mer, retransmis dans les télévisions du monde entier, et on l'a fait le 26 novembre 1988. Voilà, donc ça a été un moment évidemment inoubliable, merveilleux. Alors, avec une équipe d'astronautes et d'ingénieurs passionnés, donc passionnés par ces mondes artistiques, ils sont très souvent passionnés par l'architecture. Eh bien, on a essayé d'imaginer différents projets, dont 2 projets un peu ambitieux, je dois reconnaître, donc en équipe pluridisciplinaire avec eux. Le premier, c'était un opéra de la mer qui était conçu la symphonie de la Terre permanente, c'est-à-dire capter les secousses sismiques, il y en a tout le temps, même si elles ne sont pas perceptibles par l'homme, capter ces secousses sismiques et créer à travers un système informatique, numérique, créer donc les vibrations, créer une symphonie de la Terre qu'on enverrait donc sur un satellite héliosynchrone, c'est-à-dire qui repasse tous les jours à la même heure au lever du soleil, et à partir de ce satellite, où que ce soit donc sur la Terre, et bien avec une longueur d'onde sur un petit appareil sur votre, tout simplement sur votre
téléphone, eh ben, vous pouvez écouter la symphonie du jour qui est toujours différent, les battements de cœur de la Terre. Donc, c'était une jolie poésie, mais c'était réaliste. Alors après, le second projet que vous voyez sur la droite, c'est un voilier solaire mu par les vents solaires. On avait imaginé avec le CNES, avec l'ESA et la NASA, de faire une course de la Terre à la Lune, donc un peu comme Jules Verne ou comme d'autres. On voulait imaginer ouvrir ce futur à travers ces technologies qui sont en train de naître de ces voiliers solaires. C'est une réalité, les voiliers solaires. Mais on voulait faire donc une course de la Terre à la Lune en voile solaire. Donc, on voit cette voile solaire, pour vous donner une dimension, elle fait 500 mètres de diamètre. Alors, cette course de la Terre à la Lune m'a amené un peu plus tard, et en ce moment d'ailleurs, on travaille sur un village lunaire, donc destiné à une communauté internationale d'une centaine d'astronautes, donc pluridisciplinaires, bien sûr, pouvant vivre donc en autonomie et sur de longues durées sur la Lune. Donc, à l'heure actuelle, ce n'est pas sur cette image, mais on est en train de travailler sur un module lunaire, donc déjà pour 2025, essayer de faire un premier module lunaire pour accueillir donc 2 astronautes sur la Lune. Voilà, mais alors, vous allez me dire, habiter sous la mer, aller sur la Lune, ce n'est pas à la portée de tous. Ça, c'est clair que ce n'est pas malheureusement, mais bientôt, vous allez sûrement vivre ces grandes aventures, vu l'âge que vous avez, dans 20 ans, dans 30 ans au maximum. Alors, avant de pouvoir aller dans ce monde, vivre dans ces mondes, eh bien, comment aller en toute sécurité visiter au moins le monde sous-marin? Donc, si on voit la photo d'après, eh bien, simplement, j'ai imaginé une chose qui me file à couper le beurre, donc d'équiper les coques des bateaux avec des baies transparentes, donc les polycarbonates. Vous voyez, par exemple, là, j'ai imaginé un semi-submersible qui s'appelle l'Aquascope. J'en ai construit une vingtaine pour 10 personnes. Vous voyez, un semi-submersible avec ses grandes ailes, un peu comme une raie, et où ce sont des ballasts pour enfoncer l'engin. Vous voyez ces grands hublots en bas à droite et qui permettent d'observer en toute sécurité, sans plonger, le monde sous-marin. Alors, après l'Aquascope, eh ben, on a imaginé plusieurs semi-submersibles comme celui-ci. Vous voyez ici, Butterfly, donc un navire océanographique avec une vision là aussi sous-marine, une sorte de trimaran, mais là, l'énergie, c'est l'énergie solaire, donc ce sont des voiles solaires, tel le papillon que vous voyez solaire, c'est un papillon solaire, et bien là, ces ailes se déplient comme les papillons, voilà, pour capter l'énergie solaire et donc qui est propulsée par l'énergie solaire. Après l'Aquascope qu'on a vu tout à l'heure, donc j'ai voulu aller parcourir les mers du monde et plus particulièrement aller à la rencontre des baleines en plein milieu de l'Atlantique. Et je me suis fait un rêve, vous voyez, encore un rêve de plus, mais qui s'est réalisé. Je me suis fait un trimaran, un vaisseau de 22 mètres de long que j'ai construit en aluminium, avec cette particularité, vous voyez la photo en bas, en bas au milieu, toute la nacelle sur 22 mètres de long est complètement transparente sous l'eau. Et donc, m'a permis, vous voyez à droite, je suis avec une baleine, donc en plein milieu de l'Atlantique, j'ai plongé, donc nous permettait aux scientifiques d'observer ce monde inconnu. Voilà. Donc, mais pour aller encore plus loin, on peut aller encore plus loin dans les rêves. Et bien, pour aller plus loin, j'ai imaginé ce vaisseau des abysses, des profondeurs, qui s'appelle Abyssal Explorer. C'est pour explorer les grands fonds. Vous voyez toujours ce similitude avec la bio-inspiration, la sèche, parce que le déplacement, le frottement, enfin,
Tout ça, on pourra vous l'expliquer si vous le désirez. Mais donc, cet engin, pour 60 personnes, chercheurs, peut rester plusieurs jours à des grandes profondeurs pour l'étude de la dorsale, des failles abyssales, des sources hydrothermales, et puis aussi, pourquoi pas, pour aller sur des épaves mythiques comme ici, la photo de gauche, le Titanic qui se trouve à 5000 mètres de profondeur. Mais, alors, mon projet ultime, celui qui me tient vraiment à cœur, que malheureusement, pour différentes raisons, de gens assez sceptiques qu'on rencontre sur le chemin de sa vie et que vous allez malheureusement rencontrer, il ne faut jamais lâcher ses rêves. C'est pour ça que je vous dis, ne lâchez jamais vos rêves, parce que des gens sceptiques, il y en a toujours. Alors, là, c'est la synthèse de tout ce que vous venez de voir, de 30 ans de travaux, d'expériences sous la mer que j'ai menées, de vie sous la mer. C'est Sea Orbiter. Alors, j'ai imaginé un vaisseau à la verticale. Alors, évidemment, ça, je peux vous dire que les architectes navals, tout de suite, ils nous ont dit que c'était aberrant. Eh bien non, ce n'est pas aberrant. C'est la façon d'être le plus stable, puisque ce vaisseau était fait pour dériver en Atlantique, donc sur le Gulf Stream. Et telle la station ISS de l'espace, eh bien, ce vaisseau permet à un équipage de 18 personnes, dont je devrais faire partie, de vivre 24 heures sur 24 sous la mer, avec une écoute et une vision permanente dans ce monde prolixe. Je vous propose de voir le film si on arrive à le déclencher. Imagine a silvery ship drifting with the currents at the very heart of the ocean. The ocean, 3/4 of our planet's surface, cradle of all living things, also embodies our future. At the dawn of the third millennium, Sea Orbiter announces a unique expedition into the oceanic world and a new impetus for the conquest of our blue planet. Its mission: explore the ocean, still widely unknown, in order to better understand its mechanism and educate our societies regarding its critical role for the planet. Thanks to its slow drifting pace and its vast autonomy, it will allow long-term stays for a large family of explorers, continuous day and night observation of the seemingly endless wealth of marine life forms, permanent and easy access to the undersea world, allowing perfect symbiosis with the aquatic universe. All these features make Sea Orbiter the first nomadic international oceanic station wandering amidst the mightiest of gardens. The ocean. A true sentinel, arising above the main oceanic streams, it will host a permanent scientific laboratory and a unique educative communication platform, which will allow the planetary radiance of its exploratory adventure. On board this ship, and for the very first time ever, a crew of 18 will be able, and over very long periods, to live under the sea 24 hours a day, with ability to deploy a number of exploration devices which will expand Sea Orbiter's capacity to investigate further the abyss, a world of the unknown. With one vessel drifting in each main ocean and major seas, Sea Orbiter will set up a new standard of communication through a true network of sentinels, where scientists will, in real time, be able to enhance their monitoring throughout the blue planet. Towering at 58 meters in height, this true polyvalent experimental laboratory will allow refining knowledge about marine ecosystems, testing of many innovative technologies, and will allow the opening of new areas of application in the field of marine molecules, whether for biotechnologies, human sustenance, health, or the pharmacopoeia of tomorrow. Fitted with a pressurized module serving as a true space simulator, Sea Orbiter will enable astronauts to test their ability to live in an extreme environment and carry out experiments and tasks just as they would do in space.
Equipped with multiple sensors and linked with satellites, it will allow the reinforcement of scientific knowledge about the oceanic impact on the atmosphere and the planet's climate change. All tests carried out at Marintech, Europe's largest simulation laboratory, located in Norway, proved successful. The greatest storms could not affect Sea Orbiter's stability nor hinder its operations. Bearing the spirit of adventure which lives on in humanity, Sea Orbiter has been conceived to set up a new relationship between man and the ocean and develop a large education plan in order to help the future generations to better face the challenges of tomorrow. Because it is from the ocean that will be born the destiny of civilizations to come. Je reste fidèle, j'espère que je reste fidèle à l'esprit d'un homme qui m'a fasciné et qui me fascine. C'est Jules Verne qui disait, c'est important que vous reteniez cette phrase parce que tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser. C'est donc dans cet esprit que l'UNESCO m'a demandé d'imaginer une cité des océans, une cité des mériens, c'est-à-dire une ville flottante, justement mobile, pour, au niveau international, pour tous les pays du monde, pour comprendre, étudier ce monde sous-marin. Et donc, voilà, c'est cette cité, telle une raie Manta, est complètement autonome en énergie positive. Pour vous donner, elle mesure 900 mètres de long par 500 mètres d'envergure. Elle sera évidemment sous l'égide des Nations Unies, pouvant accueillir 25 000 personnes, donc chercheurs, étudiants venus du monde entier, comme je vous ai dit, à la découverte donc, de ce monde encore largement inexploré. Alors, comme je disais tout à l'heure, s'il y a la photo suivante, tout le monde ne peut pas aller sous la mer, même sur la mer. Et donc, il est important pour faire comprendre ces grands enjeux de la Blue Economy, de la Blue Society qui est en train de naître. Il est important de faire de grands équipements à travers le monde, scientifiques et culturels, pédagogiques. Ce sont ces grands centres de la mer. Donc, en France, il en existe plusieurs. Donc, j'ai eu la chance de remporter les concours et d'être l'architecte. Donc, ces musées, c'est pas vraiment, le mot musée ne convient pas, mais ils appellent ça musée. C'est Océanopolis à Brest, donc le centre scientifique et culturel de la mer, tout le parc de la mer, Océanopolis à Brest. Et puis, on a aussi dernièrement réalisé Nausicaa, qui est le centre de la mer de l'Europe, voilà, avec une partie qui existait, et on a donc fait une extension. Voilà, là aussi, on retrouve une architecture bio-inspirée de coques en forme de coque, donc une symbolique qui s'apparente au contenu de cet équipement. Alors, on a eu la chance, il y a quelques années, malheureusement, il y a eu le printemps arabe donc, à Alexandrie, en Égypte. On avait remporté le premier musée d'archéologie sous la mer, donc à Alexandrie avec l'UNESCO, au cœur donc, du palais de Cléopâtre, au pied du palais de Cléopâtre. The voyage begins on the same banks where the most remarkable monuments of antiquity once stood. A voyage which will take us from the coasts of modern Egypt down to the heart of an underwater world where remains of ancient civilizations still lie sleeping. Here we are aboard a vast concourse, suspended over the water,
protected by a huge canopy playing in the sea breezes. At the very heart of this immense balcony opening onto the bay, a large dome reflects light from the sun's course, enshrining a marvelous history book filled with living hieroglyphs. On the floor below, leading off the museum's first exhibition halls, an underwater tunnel, like a gate through time, leads the visitor explorer into the heart of the bay. This slow-motion journey, embellished by statues in their showcases of light and water, opens onto a huge aquatic patio flooded with sunlight, in whose sparkling reflections are presented an incredible collection of the statues and remains found in the bays of Alexandria and Abu Qir. These moving testimonies are enhanced by scenery, perfectly blending the beauty and the magic of this underwater world. The magic continues outside this underwater temple where archaeologists and students painstakingly carry out their endless and passionate investigations in water thick with mystery before the visitor's very eyes. There is still so much to be discovered of the antique lighthouse, Cleopatra's palace, the royal ships. Who knows what treasures and surprises are still hidden in the Bay of Alexandria, and what sort of discoveries still await the underwater explorers of tomorrow. Symbol of this new alliance that men have drawn up with their past on the banks of the Mediterranean Sea, the Underwater Archaeological Museum of Alexandria is dedicated to the renaissance of Alexander's city. It is slowly regaining some of its antique sheen, shedding light for modern man on some of its priceless treasures. Voilà, on travaille sur d'autres musées. Là, on est de la mer. Là, on est en train on va inaugurer en haut à gauche. C'est un petit musée, mais c'est comme les rêves. Je vous disais, il y a des grands rêves, il y a des petits rêves. Il n'y a pas, mais c'est des rêves de l'architecture. Mais Odile, elle doit vous en parler avec brio. Il n'y a pas de grandes architectures. Il y a simplement, vous voyez, une passion qu'on peut y mettre. Quelle que soit l'échelle de l'architecture. Et là, c'est un petit musée. Je peux vous dire que rien qu'en billet d'avion pour aller à Tahiti, j'ai mangé tous les honoraires et ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de réaliser ce musée de 550 mètres carrés, vous voyez, et qui est construit dans la tradition polynésienne, mais projeté dans un futur avec des matériaux traditionnels et en même temps, vous voyez, c'est l'âme comme des coquillages qui sont des capteurs solaires. Voilà, donc cette tradition est projetée dans un monde contemporain. Mais on a plusieurs d'autres projets en cours en Inde, vous voyez à droite en haut, donc à Kochi, le musée de la mer, telle une feuille toujours recherchée, raconter une histoire, ou ce musée qu'on vient de remporter en Chine, un petit musée sur la mer, voilà, qui est directement posé dans la baie sur la mer et qui découle d'un coquillage. Et on se protège de la mer, vous voyez, tel un bouclier devant à droite. Voilà, mais nous travaillons aussi également. Nous travaillons ici également sur les grands enjeux évidemment du
du littoral, voilà, sur plusieurs projets, si on voit les photos d'après. Voilà, donc il y a 2 projets. C'est à gauche City in the Ocean à Dubaï. C'est tout un ensemble. Tout est sur pilotis pour avoir le moins d'impact possible, laisser passer les courants. Ce qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs à Palm Island, qui pose de graves problèmes, c'est du remblai. Et là, donc, on a un hôtel sous l'eau, restaurant sous l'eau, mais on a aussi tout un ensemble d'hôtels, puisque chacune de ces tours fait 320 mètres de haut. C'est un ensemble immobilier et d'hôtels. Voilà, donc les photos, la photo à droite, c'est donc Shell Tower à Abu Dhabi. Voilà, non, mais c'est pas grave, allez-y, allez-y, en exosquelette. Alors, mais le projet littoral, pour nous, qui a été très intéressant, ça a été le concours il y a quelques années de l'extension de Monaco sur la mer, puisque Monaco ne peut s'étendre que sur la mer. Et là, d'avoir un projet vraiment emblématique, respectueux de l'environnement, donc tout est sur pilotis, donc aucun remblai, et des parties flottantes, donc avec des grandes digues que vous voyez qui captent l'énergie de la mer, de la houle. Donc ces grandes digues sont posées sur des grandes colonnes de 10 mètres de diamètre par 80 mètres de fond du dispositif. Il y a un opéra de la mer, il y a une université, il y a une gare routière. Donc ça, c'est un projet malheureusement qui a été abandonné, qui a un peu repris, mais donc je ne me permettrai pas de critiquer mes confrères architectes, mais qui est repris plus sur du remblai, moitié remblai, moitié caisson positionné, enfin une autre problématique environnementale que celle qu'on avait trouvée à l'époque. Alors, dans tous ces enjeux littoraux, d'aménagement littoraux, revenons sur une vraie problématique dont on parlait tout à fait au début, celle de la montée du niveau des océans. Donc, c'est la photo d'après. Alors, photo d'après, ça ne se déclenche pas. Voilà. Donc, voilà un des exemples. Donc, la problématique de la montée du niveau des océans s'analyse très différemment suivant les zones géographiques dans lesquelles elle se situe. Si vous êtes, par exemple, dans des zones humaines comme les Maldives, des zones à fort pouvoir d'achat, où la problématique ne se pose pas du tout de la même façon. Si vous êtes en Hollande, qui est un pays développé avec des très hautes technologies, les problèmes déjà face à la mer, ils les connaissent depuis des siècles et des siècles. Voilà, donc les problèmes, il faut faire très attention quand on parle de la montée du niveau des océans. Il faut bien analyser le site dans lequel on se situe, la population, bien sûr l'économie locale et ce que ça implique, les solutions d'approche qu'on peut avoir. Donc, c'est très différent. Alors là, c'est un exemple sur un atoll où il y a une population de 5000 personnes en Polynésie. Et donc, cet atoll qui est très bas, qui est 1,50 m au-dessus de l'eau, va disparaître quasiment d'ici un siècle. Donc, on a un siècle pour essayer d'aborder différentes solutions. Donc, c'est une approche que nous avons proposée, donc de construire progressivement ces quartiers de vie. Alors, toujours dans cet ADN de projet biomorphique que nous avons, ça c'est un concours qu'on a remporté en Chine, à Qingdao, la cité internationale des académies du monde. Donc, c'est un bâtiment, vous voyez, si vous voyez l'image d'en haut, c'est un bâtiment de 1,2 km de long. Dans l'extrémité gauche, vous avez tout un ensemble de palais des congrès de plus de 10 000 places, donc tout un centre d'affaires, après toute une galerie des arts sur 250 mètres de long, puis après tout un ensemble d'hébergements pour les étudiants, complexe sportif et une tour de 370 mètres de haut. Voilà, donc l'ensemble
comme des racines, vous voyez, biomorphiques. On a essayé de chercher le parc vers le bas, là. En réalité, c'est la montagne là, qui est là, vers moi. Voilà, et à l'heure actuelle, d'ailleurs, on réalise la piscine pour les Jeux Olympiques, pas la piscine des Jeux Olympiques, mais la piscine d'entraînement des Jeux Olympiques. Et là, on a, pour Solideo, on a remporté un des concours de Solideo, de Réinventons la grande métropole. Et donc, c'est les vagues à surf artificielles pour l'entraînement pour les Jeux Olympiques qui se trouvent donc à Sevran, vous voyez, avec tout un complexe aquatique autour. Voilà, donc à Sevran, à 2 pas de Paris, il y aura un centre d'entraînement du surf pour les Jeux Olympiques et après qui restera bien sûr pour la région, pour Paris. Voilà. Donc, toujours donc, en Chine, si on voit la photo d'après, voilà, donc voilà, là ce sont des hôtels dans le Sichuan, des concours qu'on a gagnés. On part avec des matériaux, par exemple, en haut, c'est un ensemble hôtelier en bambou, complètement en bambou, dans la vallée des pandas, donc l'endroit où il y a les fameux pandas, un des endroits mythiques, très protégés. Et en bas, c'est tout un ensemble dans les confins de l'Himalaya, toujours en Chine, d'un ensemble hôtelier au bord d'un lac qui a des coquillages qui ressemblent à ça, des coquillages d'eau douce. Alors après, eh ben, avant de terminer, voilà, avant de conclure, je voudrais encore partager avec vous ceci. Pour moi, le langage de l'eau est un langage de tendresse, je pense que vous l'avez compris, de caresse qu'aucun mot ne saurait exprimer. Et c'est pour ça qu'on a essayé de transmettre, et c'est ce que j'aimerais vous transmettre, ces passions, ces audaces de bâtir ces rêves. Et donc, on a amené des enfants voir ces cabanes. Je vous ai parlé de cabanes sous la mer. Et ben, je leur ai prêté mes cabanes sous la mer. Vous voyez là, ces aquabules. J'ai amené des enfants de 6 à 12 ans qui n'avaient jamais plongé, bien sûr, voir sous la mer, plonger. On avait des petites bouteilles et on mettait ces structures à moins 3 mètres de profondeur pour des questions de sécurité. Et vous voyez, par exemple, au milieu, ces 2 petites filles, et ben, elles goûtent sous la mer. Donc, cette petite fille qui a 6 ans, eh ben, elle va rentrer, vous voyez, elle rentre dans cette bulle et après, ils écoutent de la musique sous l'eau. Vous voyez une photo où je suis avec un de ses enfants à droite en bas. Vous voyez qui vient juste d'écouter le chant des baleines sous l'eau, de goûter sous l'eau. Je peux vous dire que ce sont des moments d'émotion qu'ils n'oublient pas et qui déclenchent chez eux non seulement un imaginaire incroyable, mais surtout le respect pour ce milieu. Ils comprennent bien pourquoi il faut faire attention avec les plastiques, pourquoi il faut faire attention à la biodiversité marine. Alors, donc je suis convaincu maintenant, que nous sommes, comme vous avez pu le voir, à l'aube d'une nouvelle ère. Les fondements d'une architecture, et c'est donc dans cet esprit que j'ai créé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 2009, la Fondation Jacques Rougerie, donc Génération Espace Mer, à l'Institut de France, où j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir comme président le prince Albert de Monaco, qui est très, très engagé, avec beaucoup de sincérité, dans ces grands enjeux de demain. Il œuvre énormément pour ces grands enjeux de demain. Alors, cette fondation encourage évidemment l'innovation architecturale, la création artistique dans ces domaines. C'est pour découvrir, pas forcément des Léonard de Vinci, des Jules Verne, des Gustave Eiffel, mais pour vous permettre de découvrir ces mondes et de vous exprimer et de nous ouvrir ces mondes du futur. Voilà, donc chaque année, cette fondation remet des prix d'architecture de l'espace, de la mer, du littoral, avec différents prix. Je vous engage à aller surfer sur le site de la Fondation, vous verrez.
Voilà, je voudrais simplement vous dire que c'est l'intensité des rêves qu'on réalise qui donne un sens et un goût à la vie. Merci.